Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Agir pour l'environnement, consacré à 100% à l'environnement et à Mayotte. Cette semaine, l'émission est consacrée à nos rivières et ce que leur état s'améliore. Elles charrient, et on le voit, des déchets ménagers, des encombrants, des déchets verts, des terres issues de l'érosion qui ravinent vers le lagon. Les mangroves sont censées faire tampon, mais sont parfois devenues des décharges à ciel ouvert. Et pourtant, elles sont essentielles à notre écosystème et tout simplement à la vie harmonieuse sur notre île. On va faire un petit retour dans le temps et on va retourner dans la saison 2 d'APE pour voir le reportage que nous avions fait à l'époque dans les rivières et mesurer l'évolution depuis 2018, puis avec nos invités, Oulam Chamsidine, le président de Mayotte Nature Environnement, et Ibrahim Bouanaeri, le vice-président de la 3CO, nous évoquerons la compétence GEMAPI exercée par les collectivités. Ont-elles les moyens réellement de faire le job, agir pour l'environnement? Oui, moi j'y crois. Tout de suite le reportage de la saison 2, réalisé par Pierre Bellucci et Daniel Dunant. Mayotte possède un réseau hydrographique composé de nombreuses ravines et d'une vingtaine de rivières pérennes. Ces dernières présentent cependant de très grandes différences en matière de débit, en raison notamment des dégradations qu'elles subissent. À ce titre, depuis un an, le département met en place un schéma d'entretien et de restauration des rivières de Mayotte. Par ailleurs, depuis plus de 10 ans, des agents sont mobilisés afin de nettoyer les cours d'eau et d'enlever les embâcles, ces amas de bois qui obstruent le lit de la rivière. Dans une situation comme celle-là, déjà, vous voyez, on peut trouver toutes sortes de détritus là. Les pneus, les canettes, les boîtes d'eau de javel, les frigos, tout ça, on voit là. C'est des situations comme ça qu'on est amené à combattre tout le long de notre travail. En parallèle du conseil départemental, l'intercommunalité Mamoudzou d'Embeni est également en charge de l'entretien de ces rivières, notamment celle de Majimbini, située à Mtsapéré. Des agents de l'Académa se rendent ainsi régulièrement sur le terrain pour évaluer l'état des cours d'eau. Là par exemple, c'est typique. On voit bien le déversement des eaux usées sur le cours d'eau qui vont participer justement à la dégradation de la ressource en eau. Pour tenter de mettre fin aux mauvaises pratiques, entretenir et restaurer les cours d'eau, l'association Ankibana Maesha a signé une convention avec la DIECT et la mairie de Mamoudzou. Nous, on est un chantier d'insertion professionnelle, donc on accompagne des gens qui sont en difficulté à trouver des emplois. Donc on est ici au chantier 5 jours sur 7. Donc on fait que le nettoyage et la sensibilisation. Depuis le 1er janvier 2018, l'Académa a pris la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, GEMAPI. L'intercommunalité est donc chargée de mettre en place des plans qui visent à réduire les conséquences des inondations grâce à un partenariat entre les services de l'État tels que la DEAL et les acteurs locaux. L'objectif de l'Académa, justement, c'est d'étudier des pistes de réflexion pour protéger ces populations contre le risque inondation en mettant en place ce qu'on appelle les PAPI, qui sont des programmes d'action de prévention d'inondation. Si plusieurs plans voient le jour, l'Académa réfléchit également aux moyens nouveaux à mettre en place pour lutter plus efficacement contre la dégradation des cours d'eau. On envisage aussi de mettre des solutions alternatives parce qu'on sait bien que les personnes qui viennent laver dans les rivières, peut-être ils viennent parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mettre en place par exemple des laveries solidaires pour que ces personnes-là aillent justement laver leur linge ailleurs. Il y a aussi un volet sanction à mettre en place car on pense que la prévention ne suffit plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça l'Académa souhaite mettre en place une brigade d'environnement qui va agir, qui va dresser des PV à l'encontre des personnes récalcitrantes. Les maires possèdent en effet des pouvoirs de police générale, car au regard de l'état des cours d'eau à Mayotte, restauration, sensibilisation, prévention et répression sont devenus indissociables. Bonjour Ibrahim Bouanaeri. Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes, on le rappelle, vice-président de la 3CO, plus particulièrement chargé des questions relatives à l'environnement d'ailleurs. Effectivement, je suis vice-président chargé de la GEMAPI, gestion de l'eau et des milieux aquatiques, prévention des inondations. Bonjour Oulam Chamsidine. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes le président de Mayotte Nature Environnement. Messieurs, depuis ce reportage, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que déjà quelque chose a changé? Moi, je dirais non. Non, nous sommes heurtés à de nombreuses difficultés sur le terrain, parce qu'il faut savoir, mais c'est surtout ça commence par des questions juridiques. Il faut savoir qu'en France, en général, les rivières appartiennent à l'État, sauf certaines qui sont des propriétés privées. Alors qu'à Mayotte, les rivières appartiennent au département. Le domaine public fluvial, c'est du domaine du département. Et comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, quand on a une propriété, vous devez vous en occuper de votre propriété privée. Malheureusement, nous sommes sur des schémas, plus schémas, qu'on a du mal à mettre en œuvre. Parce que nous avons le schéma d'entretien et de restauration des rivières qu'a concocté le département, effectivement, dans ce sens. Et ce schéma a mis en évidence 17 rivières sur Mayotte. Et que même ces 17 rivières, elles ne sont pas entretenues. Elles ne sont pas entretenues parce que, en plus de schéma d'entretien et de restauration des rivières, le département a lancé une autre étude sur la mise en place de ce schéma. Donc, peut-être à la fin, on aura une autre étude sur l'actualisation du schéma, sur la rédaction des fiches actions. Et après, on aura toujours des schémas sur schéma. Et on a du mal sur le terrain réellement à mettre en place les schémas qui sont mis en place. Tout simplement parce que ce n'est pas nous qui rédigeons ces schémas-là. C'est le propriétaire. Ce ne sont pas... Non, je veux dire, c'est pas nous les Mahorais. Je veux dire, en gros, c'est pas nous qui rédigeons ces schémas. On fait appel à des bureaux d'études extérieurs qui nous font des belles rédactions. Mais pour la mise en œuvre de ces schémas-là, on a du mal localement. Pourquoi on a du mal? Parce que cette remarque d'Ibrahim Bouanaeri, là, sur l'entretien des rivières, on la retrouve en général sur tous les dossiers, les plans d'élimination de déchets, etc. Des cabinets extérieurs viennent et transcrivent en fait des choses métropolitaines qui marchent très bien en Lozère, en Corrèze ou en Île-de-France, mais qui ici ne fonctionnent pas. Oui, c'est une question de culture et de sensibilité. Et c'est vrai qu'on regarde dans ces rivières, ils subissent toutes sortes de nuisances. Les gens, ils cultivent sur les berges. Il y a les ripsiles qui sont totalement détruites. C'est là où on lave les linges. C'est là où aussi, dans certaines zones, il y a pas les rivières deviennent des déchetteries où là on jette les ordures. Et aussi, on voit toutes ces femmes qui lavent à la rivière et on le constate, la biodiversité s'amoindrit sur cette zone-là, les anguilles, les crevisses et toute la vie aquatique qui est impactée. Là aussi, nous sommes inquiets. Qu'est-ce qu'on va transmettre à la génération future de tout ce que nos parents nous ont légué? Quand on voit la photo qui est derrière vous, messieurs, où très clairement la rivière et les berges de la rivière sont complètes. Enfin, vous disiez une décharge. Je pense que c'est un peu le cas. Comment on fait pour se réapproprier les berges des rivières? Parce que c'est la première étape de la requalification de ces fameuses 17 rivières dont vous parliez. Quand on voit ce qu'il y a derrière, qu'on voit partout, là, ça a été tourné du côté de Msapéré, enfin derrière Msapéré, mais vous allez à Koungou, vous avez les mêmes, vous allez à Bandrabois, vous avez les mêmes, vous allez à Miri-Rény, c'est pareil, pour être un peu par chez vous. Comment on fait? Vous savez, on dit, en fait, il est clairement dit qu'il n'y a de remède radical que de s'attaquer à la racine du mal. Donc, je crains le pire, là. Ben oui, on a des déchets dans les rivières. Oui. Donc, il faudra s'attaquer à la racine du mal, c'est-à-dire... Celui qui produit le déchet. Non, il faut éviter de mettre les déchets dans les rivières.
Si les déchets ne vont pas dans les rivières, on n'aura pas de déchets dans les rivières. Mais qui met les déchets dans les rivières? Pourquoi on a des déchets dans les rivières? Regardez ça, c'est exactement. Pourquoi on a des déchets dans les rivières? Qui met les déchets dans les rivières? Au départ, on disait que c'était une catégorie de population qui polluait nos rivières par leur linge ou mais maintenant, on trouve des frigos, on trouve des pneus. C'est pas cette catégorie qu'on a pointé du doigt jusqu'à maintenant qui ont des voitures qui laissent leurs pneus dans les rivières. On en trouve de tout. On trouve de l'électroménager, des meubles. Ces gens-là, ils ne jettent pas des meubles, ils n'achètent pas des meubles. Et donc, il faut se mettre en cause, en fait, tout le monde. Les déchets à Mayotte, qu'est-ce qu'on en fait? Donc déjà, si on arrive à trouver une solution sur les déchets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a eu un plan d'élimination des déchets de Mayotte. Où est-ce qu'il est? Il y a un plan, il y a un schéma de restauration et d'entretien des rivières. Où est-ce qu'il en est? Après, il y a la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques. Nous, on est en dernier ressort. On doit gérer. Mais quand on gère, il faut d'abord trouver une solution avec une rivière saine, une rivière pérenne, pour pouvoir la gérer. Mais entretenir les rivières, certes, on le fait, on doit le faire. Mais moi, ce que je dis pour l'instant, essayons, c'est ce on essaie de faire à la 3CO, rapidement, les rivières qui sont encore plus ou moins en activité, les sauvegarder. Alors, plus ou moins en activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore un débit Il y a un débit normal tout au long de l'année. On en a un certain nombre. Hein. On en a à peu près une dizaine à la 3CO, dont 4 font partie des schémas d'entretien et de restauration des rivières. Sauf que le gros souci qu'on a, c'est que le schéma existe. Quand on s'approprie une fiche action, par exemple, la fiche action réappropriation des berges, en face, le propriétaire ne répond pas. On a beau avoir le soutien des services de l'État, de l'Europe, qui vont nous suivre, ils ne vont pas nous suivre à 100%, mais le propriétaire de berge, c'est lui qui a concocté le schéma, d'entrer ce schéma-là. Pourquoi il ne se manifeste pas? Pourquoi il ne répond pas? C'est long, c'est compliqué, mais vraiment, on n'a pas des agents dans les services capables de mettre en œuvre des schémas qu'on prend tous les ans. Oulam Chamsidine, les déchets, est-ce qu'aujourd'hui on souffre de l'absence de ces fameuses déchetteries? Parce qu'on parlait, Ibrahim Bouanaeri parlait d'électroménager, parlait de meubles, on le voit là, il y a quand même aussi de la ferraille, etc. Est-ce que ce n'est pas l'outil qui manque aujourd'hui à Mayotte? Moi, je crois surtout ce qui manque, ces déchets. Il y en a beaucoup qui sont amenés parce qu'ils proviennent dans des zones non enclavées. Les gens n'ont pas beaucoup de moyens pour enlever leurs déchetteries, comme la mode est de construire sur le long des rivières, ça devient leur poubelle naturelle. Et même, je vais vous dire pire, il y en a beaucoup qui ne font même pas de latrine, c'est du direct. Hein. Donc, on est vachement inquiet. Et puis surtout, beaucoup de déchets sont issus des ruissellements des déchets qui viennent en amont. Donc, ce qui veut dire, si je comprends bien ce que vous dites, ce qui veut dire qu'à l'intérieur des forêts, là où passent les rivières, oui, il y aurait caché dans la forêt des mini-villages avec des gens qui pratiquent les mêmes gestes que vous expliquiez pour ce qu'on voit et qui jettent leurs déchets dans la rivière. Il n'y a même pas à aller dans la forêt. Vous mettez dans n'importe quelle rivière, vous allez voir que tout au long de la rivière, même à la limite des berges, certaines personnes se mettent extrêmement en danger et ils ont pas la notion de risque en termes d'inondation. Il y a vraiment des risques extrêmement saillants que les gens doivent prendre en compte. Très souvent, on dit, on ne le souhaite pas, mais une catastrophe serait la seule solution pour faire prendre les gens la conscience. Parce qu'ils se mettent en risque en vivant trop près, en ayant des attitudes qui sont dangereuses avec le risque inondation, le risque éboulement aussi, parce qu'il y a quelquefois, mais Jimbini, il y a des maisons qui sont vraiment, il n'y a plus rien en dessous. Hein. Complètement. Tout à l'heure, je parlais de la compétence ou de l'implication de nos agents, mais il y a aussi la responsabilité des élus. Il faut le dire clairement, parce que
la police de l'urbanisme, c'est le maire. Quand on laisse quelqu'un construire une maison dans le lit de la rivière, oui, sans permis ou parfois avec un permis non suivi réellement, on dépose un permis et après on fait n'importe quoi sur le terrain, ça c'est au maire d'arrêter ces genres de construction dans le lit de la rivière. Il y a un autre problème qu'on oublie de le dire, mais il y a tellement de problèmes sur la dégradation de l'environnement à Mayotte qu'on ne sait même pas où commencer. Parce que quand on dit qu'il y a des déchets qui sont déversés, mais il y a aussi les eaux usées. Ah, j'allais y venir, bien mais sûr. Les eaux usées, ça provient... L'assainissement. Voilà, ça provient de quoi? Ça provient de l'absence de l'assainissement. C'est qui? C'est encore nous. C'est encore nous. Donc, les constructions sauvages, que ce soit en dur ou en tôle, mais c'est vrai que la plupart de ces maisons en tôle, quand ils s'installent en premier le long des rivières. Vous allez à Djoumounié, vous allez à Kombani, vous allez à Mireleni, c'est le long. À la 3CO, nous avons 300 km de rivières, dont 20 en zone urbanisée, 20 km en zone urbanisée. Donc il y a de tout, il y a de l'habitat en dur, il y a de l'habitat en tôle, il y a de l'habitat... Donc, pour se réapproprier ces 20 km, pour rien que... En fait, comment se réapproprier déjà? Ah, c'est une excellente question. Comment on fait? Il faut casser? Il faut casser, mais il faut casser pour aller où? Donc, on se pose encore la question du logement qui vient s'ajouter sur tout. Donc, il y a le logement, les déchets, l'assainissement, il y a un tout. C'est un cocktail qui, quand il s'expose comme ça, on arrive à la dégradation de l'environnement, on arrive à la sécheresse, au séchage des rivières. Là, on peut aussi tranquillement rajouter, en plus de la problématique de l'assainissement, les déchets, mais il faut parler aussi de problèmes d'érosion, puisque vous avez tout le bassin versant qui est à la fois déforesté. Donc vous avez cette difficulté, à la fois en cas de pluie forte, les déplacements terrigènes vers le lagon, mais on aura aussi cette difficulté d'absence de connexion de la nappe phréatique par rapport à la rivière. Donc on aura aussi des rivières qui seront complètement asséchées en saison des pluies. Donc la liste d'énumération des problèmes sont énormes, et c'est vrai que comme il y en a tellement beaucoup, on ne sait pas sur quoi attaquer en premier. Oui, je comprends d'une certaine manière. Mais moi, je me pose quand même une question. L'assainissement, il est en panne, vous venez de le dire. Assainissement collectif, assainissement individuel. Visiblement, à Mayotte, la majorité des habitations sont dans des zones d'assainissement individuel, surtout quand on n'est pas en zone urbaine dense. Pourquoi aujourd'hui, les gens, il n'y a pas une obligation ou un réflexe de construire sa maison avec son système d'assainissement, de récupération des eaux usées, des eaux des toilettes, une fosse septique ou ce qu'on veut? Pourquoi ce n'est pas un réflexe? Ce n'est pas un réflexe parce qu'il manque un maillon de la chaîne. Il y a ce qu'on appelle les SPANC, les services publics d'assainissement non collectif. Oui. Donc, ce dispositif n'a pas encore été mise en place à Mayotte. Je ne veux pas être désagréable, mais on a eu un syndicat qui fait de l'assainissement collectif. C'est comme s'il n'existait pas quand même. Ça, c'est un autre problème. Non, mais rajouter encore un outil, est-ce que c'est bien ça le problème, la solution? L'assainissement collectif ne fonctionne pas. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas une raison pour laisser de côté l'assainissement non collectif. L'assainissement non collectif, ça pourrait accompagner les personnes qui ne sont pas raccordables à l'assainissement collectif dans le cadre de leur demande de permis de construire, par exemple, de les accompagner pour faire un aménagement qui permettrait de récupérer les eaux usées. Sauf que, comme je l'ai dit aussi, pour dégrader l'environnement, on n'a besoin de rien. En fait, on peut faire n'importe quoi, on dégrade l'environnement. Mais pour réparer l'environnement, c'est très compliqué. Pour éviter de dégrader, c'est très compliqué. Quand vous allez au service de l'État aujourd'hui, quand vous allez à la DEAL, vous leur demandez mon permis de construire, voilà mon système d'assainissement, ils vont vous dire, celui-là, il n'est pas conforme. Par contre, ils ne peuvent pas vous dire quel est le système qui est conforme. Vous vous démerdez. Mais si ça ne correspond pas à leur cahier de charge, à eux,
on va vous refuser le permis, tout en sachant que refuser le permis, la personne va construire sa maison. Donc, autant avoir les services qui peuvent accompagner les gens pour ne pas les empêcher, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de construire. Les gens, ils vont construire. Donc, accompagner les gens à ne pas construire le long, en fait, dans les berges de les rivières, accompagner les gens pour avoir un assainissement non collectif digne qui pourrait répondre aux normes internationales. Mais après, par la suite, il y a cette autre population qui est non accompagnable parce qu'il faut... Pas censée être là. Voilà, qui n'est pas censée être là. On va s'attaquer à elle. Je crois qu'il faut être quand même pragmatique. En dehors de zones qui n'y a pas d'assainissement, il y a des zones où il y a de l'assainissement. C'est quoi le problème? Le problème, c'est le raccordement. L'argent pour accorder. Il faut que, si on veut être aux normes dans les zones urbaines où il y a l'assainissement, il faut accompagner les gens. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. C'est une question de volonté. Il y a de l'argent au niveau de Il y a des gens qui se font même taxer de l'assainissement parce qu'ils sont sur les zones connectées, mais ils sont pas que... Ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens. Il faut quand même qu'on soit un peu intelligent, un peu pragmatique dans ce qu'on peut faire. Il y a des solutions très simples. Ça ne demande pas de miracle. On n'a pas besoin d'aller chercher les gens qui viennent de ENA pour nous dire ce qu'il faut. C'est simple, c'est des tuyaux à poser entre les maisons. C'est pas si simple que ça. Je me souviens du temps du feu Maulida Soula. Il avait instauré un système de raccordement, fait accompagner les ménages à raccorder. C'était gratuit, hein. C'était gratuit. Il suffisait juste que les gens aillent faire la demande. Mais ça ne marche pas, puisque la station d'épuration qu'il avait construite, Feu Maoulida Soula à Dembéni, elle n'est toujours pas raccordée. Oui, parce que ça, c'est le problème de réseau. Il n'y a pas assez de réseau. Mais c'est toujours cet accompagnement même si on met les réseaux qui passent devant les maisons, comme disait Chamsidine tout à l'heure, c'est qu'on n'accompagne pas assez. Il faudrait qu'on soit présent, qu'on accompagne. La population a besoin d'être accompagnée. Moi, j'entends souvent les gens qui disent il faut réprimer, il faut réprimer, il faut réprimer. Mais combien de procès-verbaux sont dressés par la police de l'eau de la DEAL qui ne sont pas suivis d'effet? La police de l'eau, elle est découragée de dresser des procès-verbaux, hein, parce que les gens, ils ne sont pas connus, les gens, ils ne sont pas solvables, les gens, ils sont... mais en parallèle, qu'est-ce qui se passe? On dégrade les rivières, on assèche les rivières. Donc, changeons peut-être de méthode, mais ça nécessite vraiment une volonté collective. Ce n'est pas une partie de la population, ce n'est pas des associations, ce n'est pas un agent, ce n'est pas un élu qui... C'est vraiment, on est dans un combat, on est en guerre contre l'insalubrité à Mayotte. Oui, mais qui est en guerre? Je n'ai pas l'impression que l'ensemble de la population soit réellement en guerre, puisqu'on se comporte mal et on suit la nature. La population n'est pas assez informée, accompagnée, sensibilisée. Je pense qu'il manque beaucoup de sensibilisation. C'est vrai qu'au regard de la population de Mayotte, je vois par exemple les associations de l'environnement, le travail qu'ils font, ils touchent quoi globalement? Allez, j'exagère, 20 000 personnes sensibilisées à l'année dans toutes les activités confondues. Je pense que c'est... Et pas sur tous les sujets, sur certains en plus. Sur certains, dans tous les sujets, c'est tous les sujets, mais pas spécifiquement sur l'eau, etc. Et le travail, c'est comme un grain de sable dans un océan. Donc, souvent, la sensibilisation est donnée aux associations avec des sous-moyens. Donc, on ne peut pas toucher 300 000 habitants avec 5 000 euros. Avec 5 000 euros de subvention annuelle, c'est pas possible. Il faut le dire. Donc, il faut aussi qu'on trouve le moyen d'aller chez l'habitant. Mais c'est vrai que quand on regarde aussi les facteurs influents le comportement de la population, c'est que les gens sont encore dans les besoins vitaux. Un jour, je discutais avec un agriculteur et il me dirait laisse-moi manger avant de m'occuper de ces déchets parce que moi-même, je n'arrive pas à m'occuper de mon ventre. Tout est dit là, ces métaphores est révélateur de quelque chose. Donc, du coup, il faut vraiment qu'on déploie un certain nombre d'actions sur le terrain. Il faut aussi... Et c'est le porte-à-porte plus que d'aller dans les écoles, si je vous comprends bien. Complètement. Mais le fait est que le travail est tellement long, la population cible est tellement vaste,
parfois, nous, on se cantonne à cibler les 100 000 élèves d'établissements scolaires parce qu'on se dit qu'il faut qu'on investisse dans la durée. Et particulièrement, on se dit qu'entre CP et CM2, c'est peut-être l'âge la plus pertinente pour vraiment attaquer un émeute parce qu'ils peuvent jouer le rôle de sensibilisation aux parents. Mais quand vous attaquez que vous ne travaillez pas sur l'ensemble des tranches d'âge, ce qui fait qu'il y a vraiment une faiblesse dans nos travail. Et c'est vrai que ça fait des années, on se pose la question, comment passer de la sensibilisation au changement de comportement? Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, pour votre éclairage sur la question. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très, très vite pour un prochain numéro d'Agir pour l'environnement.